Alors bonsoir tout le monde. Hanouka Sameach. Comme vous le savez, on est la fête de Hanouka et aujourd'hui nous allons parler de la continuation dans l'étude du Rambam sur les lois du Chametz pendant Pessah. Et donc on va voir pas mal de choses assez intéressantes. On va commencer dans ce deuxième chapitre à essayer de comprendre premièrement qui nous a demandé de supprimer le Chametz qui nous appartient. Eh bien, c'est vraiment un ordre toranique. C'est clairement écrit dans la Torah que nous avons l'obligation, avant Pessah, d'avoir supprimé, d'avoir éliminé complètement notre Chametz. Mais il faut faire attention parce que il faut l'avoir fait avant qu'on ne puisse plus en consommer. Et donc, la question va se poser, quand est-ce exactement le moment où on ne peut plus manger de Chametz ? Est-ce que c'est comme toutes les fêtes, le soir où on allume les bougies de Pessah, c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus manger de Chametz ou c'est déjà plus tôt ? Et les Chachamim, les sages, vont nous expliquer que le 14e jour du mois de Nissan, ce qui veut dire la veille de Pessah, eh bien, c'est marqué qu'on ne peut pas faire même l'abattage du sacrifice pascal, du Korban Pessah, s'il y a encore du Chametz. Étant donné qu'à la mi-journée déjà, on va déjà prévoir et préparer le Korban Pessah pour tout le monde, on va commencer à faire la Shrita pour tout le monde, ce qui veut dire qu'à ce moment-là déjà, donc à la mi-journée, déjà vers les coups de midi, on a l'obligation d'avoir complètement supprimé son Chametz. C'est pour cela qu'il y a deux horaires. L'horaire où on arrête de manger le Chametz, qui est plus ou moins 1 heure avant, et l'heure où à ce moment-là, on ne peut même plus en posséder. Et il faut donc avoir déjà tout supprimé, brûlé son Chametz. Ce qui veut dire qu'à la différence des autres fêtes où ça commence le soir même si la fête de Pessah commence le soir même, l'interdiction d'avoir du Chametz commence bien plus tôt. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire annuler ? Qu'est-ce que ça veut dire supprimer ? Qu'est-ce que ça veut dire éliminer ? Est-ce qu'il faut vraiment le brûler ? Ou est-ce qu'on peut dire, écoute, voilà, j'ai plein de Chametz, mais pour moi, c'est comme si elle n'existe plus, c'est comme si c'est de la poussière de la terre, et c'est bon. Alors, ça va dépendre. Si c'est quelque chose de visible, c'est sûr qu'il faut le brûler. Si c'est quelque chose que l'on sait qui est présent, il faut l'enlever. Par contre, le fait d'éliminer dans son esprit, dans son cœur, en le considérant comme poussière, peut aider dans différents endroits, dans différentes situations. C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Alors, vous savez que quand on fait la recherche du Chametz pour préparer sa maison, on doit vraiment vérifier partout. Donc, il faut vraiment pousser les armoires, etc., dans les trous, dans les caches, etc. Et on a aussi l'obligation, la veille de Pessah, ce qui veut dire le 13 au soir, de faire ce qu'on appelle la Bedikat Chametz, la vérification du Chametz. Quand on vérifie, il faut vraiment vérifier partout. Et comment est-ce qu'on va vérifier ? Avec une bougie. Et il faut savoir que cette bougie, qu'on va vérifier pendant la nuit, puisque c'est la veille, on va l'utiliser d'une façon assez spéciale. Ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser la lumière de la lune, la lumière du soleil, la lumière d'une torche, la lumière d'une ampoule, mais non, seulement à la lumière d'une bougie. Dans quel cas spécifiquement ? Sur tous les petits endroits. Étant donné que quand on allume la grande lumière, ça ne va pas dans les petits endroits parce qu'il y a l'ombre des armoires, etc. Le fait d'aller avec une bougie, on pourra aller voir les petits endroits, les trous, les caches, etc. qui permettront de vérifier qu'il n'y a vraiment plus de Chametz du tout. Par contre, dans les endroits qui sont totalement ouverts sur la rue, son jardin, des choses comme ça, le fait d'avoir vérifié avec la lumière du soleil, en tout cas avec la lumière qu'il y a à l'extérieur et que c'est suffisant, il n'y a pas de problème. La même chose, le centre d'une cour, où peut-être pendant l'année on mange là-bas des sandwichs par exemple, si on voit que c'est plus ou moins propre, on a passé un coup quand même, c'est normal, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, parce que les oiseaux vont venir et vont manger. Donc, on n'a pas le stress de « attention, il y a de Chametz qui va s'y trouver ». Bon, bien sûr qu'on doit faire propre pour ne pas que ce soit visible au cas où. S'il y a un morceau de sandwich, c'est sûr qu'il faut l'enlever. Mais on ne doit pas faire la vérification comme on doit le faire vraiment à la maison.
Alors, il y a une question qui pourrait se poser lorsqu'il y a un mur adjacent entre deux maisons, entre nous et notre voisin, et qu'il y a un trou en plein milieu de ce mur. Et lorsqu'on va mettre la main, on peut aller dans ce trou à un certain niveau. Et l'autre, le voisin, peut aller à un autre niveau. Eh bien, on doit vérifier notre moitié, jusqu'à là où notre main va aller. On doit vérifier que ce soit propre. Ce qu'il y a de l'autre côté, c'est son problème. Par contre, si notre voisin est non juif, on n'a même pas besoin d'aller vérifier, parce que de peur qu'il va penser qu'on est en train de faire de la sorcellerie, etc. Et donc, pour ne pas rentrer dans des problèmes, il suffit de penser dans notre esprit, dans notre cœur, s'il y avait du chametz là-bas, pour moi, il n'existe pas, c'est comme de la poussière de la terre. Bien sûr, si vous voyez une baguette qui sort, faut l'enlever. Mais de façon générale, s'il n'y a rien de spécial là-bas, alors on peut annuler. Maintenant, il y a des endroits que on n'utilise jamais. Le toit de la maison, surtout si elle est en pente, on va jamais y aller. Des endroits dans le poulailler, des réserves, des garages où on va jamais, même une fois par an, et même quand on y va, c'est pour prendre un truc juste au début et puis c'est tout. Alors, on a même, étant donné qu'on est sûr à 100% qu'on n'a jamais fait rentrer du chametz là-bas, il n'y a même pas besoin d'aller vérifier. C'est-à-dire que bien sûr, il faut passer un coup avant pour que ce soit propre, mais on n'a même pas l'obligation de faire la bédikat chametz, la vérification du chametz là-bas. Sauf par contre des endroits où on va régulièrement. Par exemple, quelqu'un qui a une cave à vin ou une cave à alcool, où il va assez souvent pendant l'année pour aller se servir pour les repas, eh bien, il va devoir aller là-bas pour vérifier s'il y a du chametz lorsqu'il est descendu en mangeant pour aller chercher une bouteille de vin, par exemple. Mais même là, il va devoir vérifier seulement dans les endroits où il va, ça veut dire les premiers endroits où il y a du vin. Mais il ne doit pas aller jusqu'au fond, alors qu'il ne va jamais là-bas, parce que ce sont des réserves. Donc, pour résumer, tous les endroits où, de façon générale, on n'amène pas du chametz, il n'y a pas de stress. Si on sait qu'on amène du chametz, quel que soit l'endroit, il faut aller chercher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va commencer à aller dans l'extrême? L'extrême, c'est pas bon. Vous savez très bien que, par exemple, le mot minag en hébreu, qui veut dire les coutumes, et des fois on essaye de faire des coutumes sur coutumes sur coutumes, c'est très bien. Le problème, c'est que le mot minag en hébreu, ça a les mêmes lettres que Gehinom, qui veut dire l'enfer. Si on commence à trop en rajouter, c'est plus possible. Et donc, c'est pour cela que on n'est pas en train de dire que, imagine peut-être il y a un rat ou une taupe qui est parti chercher du chametz dans la maison de l'autre côté de la ville, qui est venu dans notre maison, qui s'est installé juste en dessous de la salle à manger. Là, on est mal barré parce que c'est à ce moment-là, on peut dire, mais il était dans l'autre pays, il a pris le bateau, il est venu jusqu'à chez moi, et juste chez moi, il est venu pour s'installer. Pas exagéré non plus. Donc, comment ça fonctionne? On n'a pas peur du fait qu'il est venu d'une maison à l'autre. Par contre, si on voit un rat rentrer dans la maison, avec du chametz dans la bouche, là, c'est sûr qu'il faut le trouver. Tant qu'on n'a pas trouvé, on a un problème. Et même si on trouve des miettes, c'est pas suffisant. On ne dit pas qu'il a mangé et que c'est fini. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Rambam va nous ramener le cas d'un enfant. Le cas d'un enfant, c'est quoi? Si on voit un enfant rentrer avec du chametz, alors qu'on vient de finir de tout préparer pour Pessah, la maman, elle va passer une petite gueulante, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui se passe si après on trouve des petites miettes un peu partout? Alors on dit, on sait que l'enfant l'a mangé. Pourquoi? Parce que l'enfant, il fait pas attention à ses miettes. Donc il a mangé le bout de pain et les miettes sont tombées par terre. Mais le rat, lui, il va pas laisser des miettes. Donc s'il y a des miettes, c'est qu'il n'a pas fini de manger. Donc c'est qu'il est encore quelque part et qu'il est en train encore d'en mettre partout. Donc si c'est un enfant et qu'il y a des miettes, on peut enlever les miettes, on n'a pas besoin de chercher le morceau. Par contre, si c'est un rat, là, il faut vraiment le trouver. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la différence entre un safek et un sfek sfeka. Alors, c'est quoi la différence? Lorsqu'on a un doute et lorsqu'on a un double doute, quel serait le cas? Par exemple, imaginez qu'on a laissé 9 paquets de matzot et un paquet de chametz. Il y a un rat qui est arrivé, il prend un paquet, mais on ne sait pas c'est lequel qu'il a pris. Est-ce que c'était du chametz ou c'était une matzah? Oh, alors là on est embêté, parce que le fait qu'on est en moitié-moitié, peut-être il a pris du chametz, peut-être il n'a pas pris du chametz, on doit le trouver. Par contre, s'il y avait 2 paquets,
Un qui était Kasher les Pessah, un qui n'était pas Kasher les Pessah. Mais on est entre deux maisons. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti le rat. Donc là, on a deux doutes. Peut-être il a pris du Hametz, peut-être pas. Mais aussi peut-être il est venu chez moi, peut-être pas. Donc ça fait deux doutes déjà. Donc là, on ne doit pas se prendre la tête. À partir du moment où la maison était vérifiée avant et qu'on n'avait pas vu de Hametz, eh ben c'est bon. Bien sûr, si on le voit, il faut l'enlever, c'est pas la question. Mais le fait d'avoir double doute nous enlève l'obligation d'aller rechercher s'il y a du Hametz là-bas maintenant ou pas. Par contre, si on a posé dans un coin et on le retrouve autre part, ou on en pose 9 et on en retrouve 10, ou on voit qu'il y a un rat qui est venu qui a pris le Hametz et on a un doute s'il est rentré dans la maison ou pas, s'il y a un seul doute, il faut absolument tout faire pour retrouver ce Hametz avant Pessah. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer si, imaginez, vous voyez un rat qui rentre avec un morceau de Hametz dans la bouche, et puis il y a un autre qui ressort quelques minutes plus tard avec du Hametz dans la bouche. Alors, étant donné que c'est difficile de dire est-ce que c'était son cousin ou son neveu, donc on se dit c'est le même rat. Il n'y a pas de problème. Par contre, si le premier il est blanc, le deuxième il est noir, là c'est un peu difficile de se dire que c'est le même. À part s'il est passé sous un pot de peinture, ça va être difficile. Donc dans ces cas-là, il faudra aller le chercher. Parce que le doute est clair, il y a un rat qui est rentré avec du Hametz et il n'est pas ressorti. Par contre, si la taupe est sortie avec un rat et un des deux avait le morceau de Hametz, alors on se dit c'est le même Hametz qui est sorti. Il y a un seul moment qu'on ne devra pas se prendre trop la tête s'il y a du Hametz qui rentre dans la maison, c'est si c'est un serpent qui rentre avec un morceau de pain. Là, on ne va pas commencer à aller chercher les dompteurs de serpents pour le faire sortir. Perso, il faudrait être sûr qu'on aurait envie de rentrer dans la maison dans ces cas-là, mais en tout cas, on n'a pas besoin de se débrouiller pour aller chercher le Hametz. Alors maintenant, que se passe-t-il si on sait qu'il y a du Hametz tout en haut d'une poutre? Alors le problème, il est que ça peut tomber de la poutre. Donc on oblige le propriétaire d'aller monter avec une échelle et d'aller le chercher. Par contre, s'il est tout en bas des égouts, il va pas sauter pour revenir dans ton assiette. Donc, il y a moins de risques et il peut rester là-bas et on peut l'annuler dans son cœur. Alors, avant, il y avait une sorte de banc comme ça qui était fait avec du levain très dur. Et généralement, c'était enduit toute la surface d'argile pour pouvoir s'asseoir tranquillement. Donc, ce qu'il y a en dessous, en fait, c'est annulé parce que c'est plus du Hametz, c'est devenu dur, c'est plus rien du tout. Par contre, il peut y avoir des fois des fentes dans cette argile qui va nous permettre d'aller peut-être attraper des morceaux de Hametz. Donc, si la pâte qui est à l'intérieur de Hametz, elle est faite pour boucher un trou, c'est annulé parce que c'est devenu comme du ciment. Par contre, si on voit que c'est encore du Hametz, alors il faut l'enlever. Par contre, il faut que c'est au moins la volume d'une olive, donc un kazaït. Si c'est moins que ça, c'est pas considéré comme du Hametz qu'on doit absolument enlever maintenant parce que c'est difficile d'accès. Par contre, si on a au même endroit deux moitiés de kazaït, deux moitiés de la volume d'une olive, et qui sont liés les deux, c'est-à-dire que si je vais tirer à un endroit, l'autre va suivre, eh bien là, il faudra se débrouiller pour les enlever. La même chose dans les fentes d'un mur, d'une maison. On voit, il y a des petits trucs que les enfants, ils ont laissé un petit peu de Hametz. Si c'est tout fin, on ne doit pas trop se prendre la tête. Sauf si c'est facile à enlever, mais si c'est vraiment dans la fente à l'intérieur, c'est pas très grave. Par contre, si quand on va tirer un peu, toutes les fentes ils vont suivre parce que c'est un grand trait de pâte, il faudra tout enlever parce qu'en tout et pour tout ce qui est lié, ça fait la volume d'une olive. Et là, c'est problématique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque une personne va louer une maison sans préciser si c'était vérifié? Mais de façon générale, on sait que le locataire, il a fait attention, surtout si c'est un juif et que c'est avant Pessah, que c'est vérifié, puisqu'on a fait une location pour Pessah. Donc c'est quand même, est-ce qu'on peut se baser dessus ou pas? Alors, pour ce cas précis, on peut même faire confiance à un enfant.
Si l'enfant nous dit oui, papa, il a vérifié tout le Hametz, c'est bon, ne t'inquiète pas, on peut lui faire confiance de se dire, ok, étant donné que c'est Pessah, on sait que le peuple juif fait quand même attention à ça. On parle pas d'un enfant de 5 ans qui comprend pas ce qu'il dit, mais un enfant qui a quand même une certaine maturité, il comprend ce que c'est un petit peu Pessah. S'il nous dit, t'inquiète pas, ça a été vérifié, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui va devoir faire l'abdikat Hametz? Alors, c'est au moment où on a les clés. Si on a les clés avant l'abdikat Hametz, c'est à nous de le faire. Si on reçoit les clés après le 14 Nissan, eh ben c'est le propriétaire qui doit le faire. C'est tout simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va partir en vacances? Pour Pessah, on ne sera pas à la maison. Alors, comment ça marche dans ces cas-là? Alors, on va voir que le Maïmonide, donc le Rambam, va nous expliquer que d'après lui, ça va dépendre, premièrement, quand il va partir. C'est-à-dire celui qui part pour un long voyage, il part en mer par exemple, et il part dans les 30 jours avant Pessah, il doit faire la bédikat Hametz avant de partir. Sans bénédiction, bien sûr, parce qu'on ne fait la bénédiction que si on ne sait la veille. Par contre, s'il part avant 30 jours de la fête de Pessah, il n'a même pas besoin de faire bédikat Hametz. Sauf si par contre il a l'intention de revenir chez lui avant Pessah, il va faire l'abdikat Hametz avant de partir, pour que quand il arrive, eh bien, il puisse profiter de sa maison pendant Pessah. Parce que c'est très possible qu'il ait un petit peu de retard, qu'il arrive tout juste avant Pessah, et s'il n'a pas fait l'abdikat Hametz, il ne peut pas rentrer chez lui. Et c'est pour cela qu'à partir du moment où on a l'intention de revenir chez lui avant Pessah, on a l'obligation de vérifier. Si par contre on n'a pas l'intention de revenir avant Pessah, on n'a pas l'obligation de vérifier, on n'a pas besoin de l'obligation de faire l'abdikat Hametz. Ça, c'est ce que Maïmonide nous explique. Il faut savoir que de façon pratique, même si on n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah, on a l'habitude de quand même faire une partie de vérification, l'entrée, au moins une chambre, et il y en a d'autres qui disent même la salle à manger, pour qu'au cas où, si on est en galère et qu'on arrive pendant Pessah et qu'on doit rentrer à la maison, quelle que soit la raison, ça peut toujours arriver, eh bien, au moins on sait qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Parce que si on n'a pas vérifié, on est problématique, on arrive devant la maison, on sait qu'il y a du Hametz un peu partout, on ne peut pas rentrer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire quand même au moins une partie de la maison. Alors, pour les entrepôts, c'est encore un petit peu différent. Parce qu'il y a des entrepôts où on peut mettre des fois du Hametz, des fois non. Est-ce qu'on avait l'intention de le vider avant Pessah? Pas le vider avant Pessah. Donc de façon générale, un entrepôt, on n'a pas besoin de vérifier, sauf cas exceptionnel. Et c'est ainsi que se finit le chapitre 2 du Rambam d'aujourd'hui sur le Hametz. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.